pendant que ma femme était en voyage d'affaires, j'ai trouvé par hasard une enveloppe contenant son testament. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était elle. Au moment où l'appel vidéo a commencé, ce qui l'attendait était bien pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Alors que ma femme était en voyage, j'ai trouvé son testament. Et quand j'ai lu ce qu'elle y avait écrit, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un oubli. C'était une trahison si froide, si calculée que même maintenant, avec les papiers tremblants encore entre mes mains, j'ai du mal à croire que la femme avec qui j'ai partagé 43 ans de ma vie ait pu être capable d'une chose pareille. Je m'appelle Oswald Meunier. J'ai 68 ans. J'ai travaillé toute ma vie comme ingénieur en génie civil. J'ai construit des ponts, j'ai érigé des structures qui tiennent encore debout. Je pensais avoir aussi construit un mariage solide, mais les fondations de ma maison étaient pourries depuis longtemps, et j'étais le seul à ne pas vouloir le voir. Tatiana est partie lundi matin. Elle m'a dit que c'était pour un congrès à Lyon, quelque chose lié à son travail de consultante financière. 3 jours, m'a-t-elle dit. Juste 3 jours. Elle m'a embrassé sur le front comme si j'étais un enfant, a pris sa valise et est partie. Je suis resté dans cette maison vide, dans ce silence qui, ces derniers temps, était devenu si normal que je ne le remarquais même plus. C'est arrivé mardi après-midi. Je cherchais des documents personnels dans le bureau, des papiers de mutuelle que je devais renouveler. J'ai ouvert le tiroir du bas du bureau, celui que je n'utilise presque jamais, et il y avait là une épaisse enveloppe Kraft avec le logo d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Il n'y avait pas de nom écrit à l'extérieur. Elle était juste là, cachée parmi de vieux dossiers. Quelque chose dans mon estomac s'est noué. Je ne sais pas si c'était l'intuition ou simplement le poids du silence des derniers mois, mais mes mains ont bougé d'elles-mêmes. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai sorti les documents et j'ai lu les mots qui ont détruit 43 ans de vie en moins de 5 minutes. Dernière volonté et testament de Tatiana Mendès Dumont. Daté d'il y a 4 mois. 4 mois durant lesquels elle a continué à dormir à mes côtés, à cuisiner le dimanche, à me demander comment s'était passée ma journée. 4 mois de mensonges parfaitement répétés. J'ai lu chaque ligne. Chaque mot était un coup de poignard. La maison que nous avions achetée ensemble, la maison où nous avions élevé nos enfants, où nous avions fêté chaque Noël, chaque anniversaire, chaque moment important de nos vies, était transférée à une fiducie dont je n'étais pas le bénéficiaire. Les comptes bancaires, l'épargne que nous avions accumulée pendant des décennies de travail, tout était divisé de manière à ce qu'il ne me reste pratiquement rien. Mais le pire n'était pas l'argent. Le pire était la clause stipulant qu'en cas de divorce ou de séparation, je devais quitter la propriété dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Comme si j'étais un simple locataire. Comme si je n'avais pas payé chaque euro du prêt immobilier pendant 20 ans. Comme si cette maison ne portait pas ma sueur sur chaque mur. Il y avait d'autres documents joints, des virements bancaires que je ne reconnaissais pas, des mouvements d'argent vers un compte dont nous n'avions jamais parlé, des retraits importants et constants au cours des 8 derniers mois. Des milliers d'euros disparaissant petit à petit, sans que je m'en aperçoive parce que je lui faisais confiance, parce que je pensais que nous formions une équipe. Je me suis assis dans le fauteuil du bureau, celui-là même où j'avais passé tant de nuits à travailler sur des projets, à réviser des plans, à construire l'avenir de notre famille. Maintenant, ce fauteuil me semblait être le seul endroit solide dans un monde qui s'écroulait. J'avais toujours le papier en main. Je l'ai lu une 2e fois, puis une 3e, cherchant une autre explication que l'évidence, mais il n'y en avait aucune. Tatiana me préparait quelque chose, et elle l'avait fait en secret, dans mon dos, avec la précision de quelqu'un qui planifie chaque mouvement depuis longtemps. J'ai regardé autour du bureau, les photos sur l'étagère, Tatiana et moi à Nice il y a 15 ans, nos enfants quand ils étaient petits, la famille réunie dans le jardin. Toutes ces images me semblaient maintenant fausses, comme les décors d'une pièce de théâtre où j'étais le seul à ne pas savoir que je jouais. Quand cela avait-il commencé? Quand avait-elle décidé que je n'avais plus d'importance? Quand avais-je cessé d'être son mari pour devenir un obstacle? J'ai repensé aux derniers mois, au voyage constant. Il y avait toujours une conférence, une réunion importante, un client dans une autre ville. Avant, elle m'invitait, avant, elle m'incluait. Mais petit à petit, j'ai été mis à l'écart. C'est ennuyeux pour toi, Oswald, me disait-elle. Ce sont des réunions de travail pures. Mieux vaut que tu restes ici pour te reposer.
Et moi, comme un idiot, je la croyais. J'ai pensé au dîner. Avant, nous cuisinions ensemble. Maintenant, elle mangeait vite, consultait son téléphone sans arrêt, se couchait tôt. Quand j'essayais de parler, ses réponses étaient courtes, distraites. Je suis fatiguée, me disait-elle. Et je hochais la tête parce qu'après 43 ans, je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était ainsi qu'était le mariage à cet âge. Mais ce n'était pas de la fatigue. C'était de l'indifférence. C'était le mépris silencieux de quelqu'un qui a déjà pris une décision et qui attend juste le bon moment pour l'exécuter. Le téléphone portable était sur le bureau. Je le regardais comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Tatiana m'appelait tous les soirs lorsqu'elle voyageait. Un appel vidéo rapide, 10 minutes juste pour voir comment j'allais. Maintenant, je comprenais que ce n'était pas de l'affection. C'était du contrôle. C'était pour s'assurer que j'étais toujours là, tranquille, sans rien soupçonner. Il restait 2 heures avant qu'elle n'appelle. 2 heures pour décider quoi faire de cette information. 2 heures pour assimiler que ma femme, la mère de mes enfants, la femme à qui j'avais donné toute ma vie, m'avait trahi de la manière la plus lâche qui soit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis là, le testament entre les mains, sentant comment chaque souvenir heureux se teintait d'amertume. 43 ans. 43 ans à construire des ponts pendant que le mien s'écroulait sans que je m'en aperçoive. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre du bureau. Dehors, les oiseaux chantaient. Le monde continuait de tourner comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout avait changé. À ce moment-là, avec le testament tremblant encore entre mes doigts, je savais que l'homme que j'étais ce matin n'existait plus. Et quand le téléphone a sonné, quand le visage de Tatiana est apparu sur cet écran avec son sourire parfaitement répété, elle n'allait pas trouver le mari naïf qu'elle avait laissé lundi matin. Elle allait trouver quelqu'un de complètement différent. Je suis resté à fixer le testament jusqu'à ce que les lettres commencent à se brouiller devant mes yeux. Non pas à cause des larmes, mais à cause de la lassitude de lire les mêmes trahisons encore et encore. J'ai remis les documents dans l'enveloppe et je les laissés exactement là où je l'avais trouvé. Tatiana ne pouvait pas savoir que je savais. Pas encore. J'ai refermé le tiroir et je me suis rassis. C'est alors que les souvenirs ont commencé à affluer. Tous ces moments que j'avais ignorés, que j'avais justifiés, que j'avais enterrés sous des couches de confiance aveugle. Maintenant, ils revenaient comme des fantômes, l'un après l'autre, exigeant d'être vus pour ce qu'ils étaient réellement, des signes d'alerte que j'avais choisi de ne pas lire. Il y a 6 mois, pour mon 68e anniversaire, Tatiana m'avait dit que nous ferions un dîner spécial, juste tous les deux. J'avais espéré, comme un imbécile. J'avais acheté du vin, préparé le barbecue, mis de la musique. Mais 3 heures avant le dîner, elle a reçu un appel. Urgence au bureau, m'a-t-elle dit. Je suis tellement désolé, mon amour. Je me rattraperai ce week-end. J'ai passé mon anniversaire seul. J'ai mangé un morceau de viande devant la télé en essayant de me convaincre que cela n'avait pas d'importance. Que nous étions trop vieux pour ces célébrations. Mais cela importait. Et au fond de moi, je le savais, même si je ne voulais pas l'admettre. 2 jours plus tard, j'ai vu sur son téléphone une photo qu'elle avait publiée sur ses réseaux sociaux. Elle était dans un restaurant élégant du centre-ville avec des gens de son travail. La légende disait, tous souriants, coupe de champagne levée. La date de la photo? Le soir de mon anniversaire. Il n'y avait pas d'urgence. Elle préférait simplement être avec eux plutôt qu'avec moi. Quand je lui en ai parlé, elle m'a regardé avec ses yeux froids qu'elle utilisait tant ces derniers temps. Oswald, je t'ai déjà expliqué. C'était une réunion de dernière minute qui a traîné. Ne sois pas dramatique. Et je me suis tu. J'ai avalé l'humiliation et j'ai continué comme si ça ne faisait pas mal. Il y a 4 mois, pour notre 43e anniversaire de mariage, j'avais réservé une table au restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous. Ce petit endroit intime dont elle disait toujours qu'il lui rappelait ses meilleurs souvenirs. J'avais acheté des fleurs. J'avais mis le costume qu'elle aimait. J'étais impatient de nous reconnecter, de lui rappeler que nous étions toujours ensemble. Je suis arrivé au restaurant, j'ai attendu 30 minutes, puis 1 heure. Je lui ai envoyé des messages. Je l'ai appelée 3 fois. Rien. Finalement, elle a répondu par un SMS glacial, tout c'est compliqué. Je ne pourrai pas venir.
Désolé. Je suis resté assis à cette table, les fleurs flétrissant devant moi et le serveur me regardant avec pitié à chaque passage. J'ai payé la note sans avoir rien mangé et je suis rentré à la maison. Tatiana est arrivée après minuit, n'a donné aucune explication, s'est contentée de se mettre au lit et s'est endormie en me tournant le dos. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était. Et moi, faible, fatigué de me battre, j'ai simplement laissé le moment s'effacer dans l'oubli. Mais maintenant, avec le testament brûlant dans ma mémoire, ce moment prenait un tout autre sens. Ce jour-là, il y a 4 mois, c'était exactement le jour où elle avait signé ses documents. Le jour même de notre anniversaire, alors que j'attendais comme un idiot dans un restaurant vide, elle était dans le bureau d'un avocat en train de planifier comment m'effacer de sa vie. Il y a 3 mois, un dimanche après-midi, j'étais dans le garage en train de réparer la voiture quand j'ai entendu des rires dans le jardin des voisins. C'était une réunion de famille. Les Martinez, nos voisins de toujours, recevaient tous leurs enfants et petits-enfants. Il y avait de la musique, de la nourriture, de la joie. Je suis entré dans la maison et j'ai dit à Tatiana, nous devrions faire quelque chose comme ça. Inviter les garçons, les petits-enfants. Nous ne nous sommes pas tous vus depuis des mois. Elle n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable. Ils sont occupés, Oswald. Chacun a sa vie. On ne peut pas les déranger. Mais j'ai insisté. J'ai appelé notre fils aîné, Arnaud. Il a répondu à la hâte, distrait. Papa, c'est compliqué en ce moment. Peut-être le mois prochain. J'ai appelé notre fille, Lucie. Même réponse. On a beaucoup de choses à faire, papa, on verra plus tard. Je me sentais comme un fardeau, comme quelqu'un que l'on fuit avec des excuses polies. Maintenant, je me demande, qu'est-ce que Tatiana leur a dit? Quel mensonge a-t-elle planté dans leur tête pour qu'ils cessent peu à peu de me rendre visite? Parce qu'avant, ils venaient souvent. Avant, cette maison était pleine de vie, et soudain, tout est devenu froid, vide, et je me suis retrouvé seul sans comprendre pourquoi. Il y a 2 mois, Tatiana m'a dit qu'elle avait besoin de ma signature pour des documents bancaires. De la paperasse ennuyeuse, a-t-elle expliqué. Signe juste ici et là. J'ai signé sans lire. Je lui faisais confiance. Nous étions une équipe. Maintenant, en regardant ces relevés bancaires dans le testament, je comprends ce que j'ai signé. Ce n'était pas de la paperasse ennuyeuse. C'était ma propre sentence, des autorisations pour déplacer de l'argent, pour créer des comptes à mon nom que je n'ai jamais supervisés, pour faire des virements que je n'ai jamais remis en question. Elle s'est servie de moi. Elle a utilisé ma confiance comme une arme contre moi-même. Il y a 1 mois, je l'ai trouvée en train de pleurer dans le salon. C'était la seule fois depuis longtemps que je la voyais vulnérable. Je me suis approché, inquiet, je lui ai demandé ce qui ne allait pas. Elle m'a regardé avec des yeux rouges et m'a dit, rien que tu puisses comprendre, Oswald. Pousse-toi. Ces mots ont été comme une porte claquée au visage. Elle ne faisait même plus semblant d'avoir besoin de moi. Elle ne prenait même plus la peine de m'inclure dans sa douleur, dans sa vie, dans quoi que ce soit. Et la semaine dernière, 3 jours avant son voyage, nous étions au lit, chacun de son côté, avec cet abîme de silence devenu normal entre nous. J'ai essayé de me rapprocher, de poser ma main sur la sienne. Elle l'a retirée comme si mon contact la brûlait. Je suis fatigué, a-t-elle murmuré avant de se retourner. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à regarder le plafond, sentant que j'avais perdu quelque chose, mais sans savoir exactement quoi. Maintenant, je sais. J'avais perdu ma femme il y a bien longtemps. Seulement, personne n'avait pris la peine de m'en avertir. Tous ces moments, toutes ces exclusions, toute cette froideur que j'attribuais à la fatigue, à l'âge, à la routine, ce n'était rien de tout cela. C'était le mépris calculé de quelqu'un qui m'avait déjà écarté, mais qui avait encore besoin que je reste là, immobile et silencieux, jusqu'à ce qu'elle soit prête pour le coup de grâce. Je me suis levé du bureau, je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, mais je n'ai pas pu le boire. Ma gorge était nouée, non pas de tristesse, mais d'une rage contenue. Une rage sourde qui grandissait dans ma poitrine comme une chose vivante. J'ai regardé l'horloge. Il restait 1 heure avant son appel. 1 heure pour décider si je continuais à faire semblant ou si je la laissais voir dans mes yeux que je n'étais plus le même homme qu'elle avait laissé derrière elle. Je suis retourné dans le bureau, j'ai rouvert le tiroir, j'ai sorti l'enveloppe, je l'ai posée sur le bureau bien en vue, et j'ai attendu.
J'ai fixé cette enveloppe comme s'il s'agissait d'un objet étrange, quelque chose qui ne devrait pas exister dans ma réalité. Mais elle était là, solide, réelle, irréfutable. La preuve que les 43 dernières années de ma vie avaient été construites sur une illusion qui s'effritait maintenant comme du sable entre mes doigts. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas crier. Je n'allais rien casser. Les hommes de ma génération ont appris à garder leur douleur, à la traiter en silence, à la transformer en quelque chose de plus utile que des larmes. Et à ce moment-là, assis dans mon propre bureau, entouré de souvenirs que je savais désormais être faux, j'ai senti comment cette douleur se transformait en quelque chose d'autre, en clarté, en détermination. Tatiana m'avait sous-estimé. Elle pensait que j'étais si prévisible, si docile, si aveuglément confiant que je ne découvrirais jamais rien avant qu'il ne soit trop tard. Elle pensait pouvoir me déplacer sur l'échiquier comme une pièce sans volonté propre. Mais elle se trompait. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains ne tremblaient plus. Je me suis connecté à notre compte bancaire joint, celui où nous étions censés tout partager. J'ai vérifié chaque mouvement des 12 derniers mois. Ils étaient là, clairs comme de l'eau de roche. Des virements réguliers vers un compte que je ne reconnaissais pas, 500 € par-ci, 1000 € par-là. Des retraits d'espèces, des paiements pour des services que je n'avais jamais souscrits. Au total, plus de 42 000 € avaient disparu de notre compte au cours de l'année écoulée. 42 000 € qu'elle avait déplacés sans me consulter, sans rien me dire. Pendant que je continuais à déposer ma pension religieusement chaque mois, croyant que nous épargnions pour nos vieux jours ensemble. J'ai pris des captures d'écran de tout, une par une, méthodiquement, sans hâte. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur et je l'ai intitulé « Documents importants ». J'y ai tout sauvegardé, les virements, les relevés, les dates, chaque preuve de sa trahison archivée avec précision. Ensuite, j'ai vérifié son ordinateur portable. Elle l'avait laissé dans le salon avant de partir en voyage. Elle le laissait toujours quand elle voyageait, elle disait qu'elle ne prenait que sa tablette pour le travail. Je connaissais son mot de passe. C'était la date de notre anniversaire de mariage. Ironiquement, la même date que celle où elle avait signé ses papiers pour détruire notre mariage. Je suis entré dans ses emails. Au début, je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Des messages de travail, des newsletters, des choses banales. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose. Tatiana avait une seconde adresse email. Une qu'elle avait créée il y a 2 ans pour séparer le personnel du professionnel, m'avait-elle dit. J'ai cherché dans ses navigateurs enregistrés et le deuxième compte était là. Je n'avais pas le mot de passe, mais son ordinateur avait mémorisé la session. J'ai cliqué. Le souffle m'a manqué. Des emails. Des dizaines de mails d'un expéditeur enregistrés sous les initiales « LM ». Les messages les plus récents dataient d'il y a 3 jours. J'ai ouvert le dernier. On y est presque, mon amour. Plus que quelques mois et tout sera prêt. Nous pourrons commencer notre vie ensemble sans nous cacher. Presque libre, mon amour. Notre vie ensemble, libre. J'ai fait défiler la chaîne de messages. Il y en avait des centaines, des conversations intimes, des projets, des photographies. Tatiana souriant d'une manière qu'elle ne m'avait pas offerte depuis des années. Tatiana parlant d'avenir, de voyage, d'une maison sur la plage. Et le nom complet de l'expéditeur est apparu dans un email plus ancien, Lazare Ménard. J'ai cherché ce nom sur Internet. 47 ans, avocat d'affaires, associé dans un cabinet à Paris, divorcé, sans enfant. Le même cabinet dont le logo figurait sur l'enveloppe du testament. Tout s'emboîtait avec une clarté brutale. Tatiana ne se contentait pas de me quitter, elle me remplaçait. Elle avait trouvé quelqu'un de plus jeune, de plus performant, quelqu'un qui lui offrait une vie différente. Et pour pouvoir être avec lui librement, elle devait m'écarter, mais pas de n'importe quelle manière. Elle devait le faire de façon à en tirer profit financièrement. C'est pour cela qu'il y avait ce testament, ces virements, cet éloignement de nos enfants. Elle préparait le terrain pour le moment où elle m'annoncerait qu'elle voulait divorcer. Elle aurait déjà déplacé tout l'argent, sécurisé la maison, aliéné notre famille, et je me serais retrouvé seul, avec rien, sans personne. J'ai lu d'autres emails. J'en ai trouvé un d'il y a 8 mois où elle parlait de moi à Lazare. Elle m'appelait « l'obstacle ». Elle disait que j'étais trop naïf pour soupçonner quoi que ce soit et que dans quelques mois, tout serait résolu. Un autre email d'il y a 5 mois, aujourd'hui,
j'ai signé les papiers que tu m'as recommandés. Tout est blindé. Si quelque chose tourne mal, au moins je ne perdrai rien de ce qui m'appartient. Ce qui lui appartenait? Comme si tout ce que nous avions construit ensemble n'était qu'à elle. Comme si mes 43 ans de travail, de sacrifice, d'éducation de cette famille ne valaient rien. J'ai sauvegardé des captures d'écran de chaque email. J'ai téléchargé l'intégralité des conversations, les photos. J'ai tout mis dans mon dossier avec les relevés bancaires et les photos du testament. J'ai regardé l'horloge. Il restait 20 minutes avant son appel. Je me suis levé. Je suis allé dans la salle de bain, je me suis aspergé le visage d'eau froide, je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me fixait était différent de celui de ce matin. Ses yeux avaient quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la haine. Ce n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de plus profond. C'était la connaissance. C'était le pouvoir. Je suis retourné dans le bureau, je me suis assis devant mon ordinateur portable, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à écrire. J'avais besoin d'organiser mes pensées, d'élaborer un plan. Je n'allais pas agir de manière impulsive. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir effondré ou violent. J'allais faire les choses bien. Premièrement, j'avais besoin de plus d'informations. Les emails étaient une preuve solide, mais je devais en savoir plus sur Lazare Ménard, sur ses mouvements, sur le fait de savoir si Tatiana était avec lui en ce moment même lors de ce prétendu voyage de travail. Deuxièmement, je devais protéger le peu qu'il me restait. Demain, j'irai à la banque pour ouvrir un compte personnel. J'y transférerai ma pension. Elle n'aurait plus accès à mon argent. Troisièmement, j'avais besoin de conseils juridiques, de quelqu'un de confiance qui puisse m'aider à comprendre mes droits pour récupérer ce qui me revenait de droit. Et quatrièmement, le plus important, je devais garder mon calme. Quand Tatiana m'appellerait dans quelques minutes, je devais agir normalement. Elle ne pouvait pas savoir que je savais. Pas encore. Parce que si elle prenait peur, si elle soupçonnait quelque chose, elle pourrait accélérer ses plans ou cacher des preuves. Et j'avais besoin qu'elle se sente en sécurité, confiante, convaincue que j'étais toujours le mari aveugle que j'avais toujours été. Le téléphone a vibré sur le bureau. Une notification. C'était elle. Je t'appelle dans 5 minutes. Fais-toi beau. Je t'embrasse. Ce petit emoji. Ce maudit emoji qu'elle utilisait pour feindre l'affection tout en planifiant de me détruire. J'ai pris une grande inspiration, j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai remis l'enveloppe dans le tiroir, je me suis tenu devant le miroir du bureau et j'ai pratiqué un sourire. Il semblait forcé. J'ai réessayé. Mieux. Voilà. Le sourire du mari confiant. L'homme qui ne soupçonne rien. L'idiot parfait. J'ai pris le téléphone et j'ai attendu. Ces 5 minutes ont semblé éternelles. Mon cœur battait fort, mais mon esprit était clair, froid, calculateur. 43 ans de mariage, 43 ans à croire en quelqu'un de tout mon être. Et tout s'était réduit à cela, un homme assis dans son bureau, attendant un appel vidéo de sa femme en sachant que chaque mot sortant de sa bouche serait un mensonge. Mais deux pouvaient jouer à ce jeu. Et je venais d'en apprendre les règles. Le téléphone a commencé à vibrer. Son nom a illuminé l'écran. Tatiana. Ce petit cœur qu'elle-même avait mis à côté de son contact il y a des années, quand elle faisait encore semblant de m'aimer. J'ai pris une dernière grande inspiration. J'ai touché le bouton vert et j'ai répondu avec la meilleure performance de ma vie. Son visage est apparu sur l'écran. Tatiana souriait avec cette expression qu'elle avait perfectionnée au fil des ans, chaleureuse en apparence, vide au fond. Elle était dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel, des rideaux beige élégants, une lampe design à l'arrière-plan, tout était très raffiné. « Salut, mon amour. Comment ça va ?» Sa voix semblait joyeuse, presque chantante, comme si rien au monde n'allait mal. J'ai forcé mon plus beau sourire. « Bien, bien, tranquille ici. Et toi ? Comment ça se passe là-bas ? » Épuisant, a-t-elle soupiré de manière dramatique. Ces conférences sont éternelles, mais bon, tu sais comment c'est. Tu as mangé quelque chose ? J'ai réchauffé ce que tu avais laissé dans le frigo. C'était bon. Nous avons continué ainsi pendant plusieurs minutes. Une conversation superficielle. Elle me parlait de présentations ennuyeuses et de déjeuner avec des collègues. Je hochais la tête,
posait les bonnes questions, agissait comme le mari intéressé de toujours. Mais pendant qu'elle parlait, mes yeux étudiaient chaque détail de son visage, de son environnement, cherchant des signes du mensonge. Derrière elle, sur une table, j'ai réussi à voir une bouteille de vin et 2 verres. L'un était clairement utilisé, l'autre contenait un peu de liquide. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé le sourire. « Tu es seul là-bas ?» ai-je demandé d'un ton décontracté. « Oui, bien sûr. » « Pourquoi ?» Sa réponse a été trop rapide, trop défensive. « Non, pour rien, je demandais juste. » Elle a changé de sujet immédiatement. Elle a continué à parler de choses sans importance. J'ai laissé mon esprit s'évader ailleurs pendant qu'elle bavardait. J'avais besoin d'un plan plus solide. J'avais besoin d'aide. L'appel a duré 15 minutes. Nous nous sommes dit au revoir avec le rituel « Je t'aime », qui ne signifiait plus rien. Quand l'écran s'est éteint, j'ai fixé mon reflet dans le verre noir du téléphone. J'avais réussi à la tromper, mais je ne pouvais pas faire ça tout seul. J'avais besoin de quelqu'un de confiance, de quelqu'un qui connaisse la loi, de quelqu'un qui m'aiderait à naviguer dans ce désastre sans faire d'erreur. Et puis je me suis souvenu de Jacques. Jacques Conti était mon ami depuis l'université. Nous avions étudié ensemble, moi en ingénierie et lui en droit. Nous nous étions un peu éloignés au fil des ans, comme cela arrive souvent, mais nous étions toujours restés en contact. Il s'était spécialisé dans le droit de la famille, avait son propre cabinet et, surtout, c'était un homme de parole, discret, loyal. J'ai cherché son numéro dans mon répertoire. Il était presque 21 heures, mais je l'ai appelé quand même. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Oswald, mon vieux, quelle surprise. Tout va bien ?» L'inquiétude dans sa voix a brisé quelque chose en moi. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait parlé avec une sincérité authentique que j'ai failli craquer sur le coup. « Jacques, j'ai besoin de te voir. C'est urgent. Est-ce que tu peux demain ?» Il y a eu une pause. « Est-ce que tu vas bien ? Il s'est passé quelque chose ? Je te raconterai tout demain, s'il te plaît. » « Bien sûr, mon frère. Viens à mon cabinet. À 10 heures. » « D'accord, parfait. Merci, Jacques. » J'ai raccroché avant que ma voix ne me trahisse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans le bureau à repasser tout ce que j'avais trouvé, à organiser les preuves, à préparer ce que je dirais à Jacques. Chaque heure qui passait, mon esprit s'éclaircissait davantage. Le brouillard de la trahison se transformait en quelque chose de plus utile, de la stratégie. À 7 heures du matin, je me suis douché, habillé et j'ai quitté la maison. La circulation était dense, mais je suis arrivé au bureau de Jacques avec un peu d'avance. Son cabinet se trouvait dans un immeuble moderne du centre-ville. Je suis monté au 12e étage et j'ai frappé à une porte en verre gravé, Conti et associés. Une secrétaire m'a accueilli avec gentillesse et m'a conduit dans une salle d'attente. 5 minutes plus tard, Jacques est venu m'accueillir. 65 ans, les cheveux complètement blancs, mais les mêmes yeux intelligents que d'habitude. Nous nous sommes serrés fort dans les bras. Il m'a conduit dans son bureau privé et a fermé la porte. « Assieds-toi, Oswald. Tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai plus pu me contenir. Je lui ai tout raconté, du moment où j'avais trouvé le testament jusqu'aux emails avec Lazare Ménard, les virements bancaires, les mensonges, l'éloignement. J'ai parlé pendant presque une demi-heure sans m'arrêter. Jacques écoutait en silence, prenant quelques notes, son expression devenant de plus en plus grave. Quand j'ai fini, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré toutes les captures d'écran que j'avais sauvegardées, les relevés bancaires, les emails, les photos du testament, tout. Jacques a examiné chaque document avec attention. Sa mâchoire s'est contractée de plus en plus. Finalement, il a posé le téléphone sur le bureau et m'a regardé droit dans les yeux. « Oswald, c'est grave. Très grave. Mais tu dois savoir quelque chose. » Mon cœur s'est emballé. « Quoi ? » Je connais Lazare Ménard. Nous nous sommes croisés sur certaines affaires il y a quelques années. C'est un bon avocat, très bon, spécialisé dans la protection d'actifs. S'il est derrière ce testament, cela signifie qu'il l'a structuré de manière à ce qu'il soit presque impénétrable. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Alors je ne peux rien faire ? Je n'ai pas dit ça. Jacques s'est penché en avant.
J'ai dit qu'il était bon, mais je suis meilleur. Et en plus, tu as quelque chose qu'il n'attendait pas, des preuves. Les emails entre eux sont de l'or pur, Oswald. Ils démontrent une collusion. Une planification délibérée pour te dépouiller de tes biens. Cela change tout le paysage juridique. Qu'est-ce que je peux faire? Jacques a pris une profonde inspiration. D'abord, j'ai besoin que tu m'autorises formellement à être ton avocat. Nous allons faire les choses bien, en toute légalité. Deuxièmement, nous devons agir vite mais intelligemment. Si Tatiana soupçonne que tu sais quelque chose, elle peut déplacer plus d'argent ou détruire des preuves. J'y ai déjà pensé hier soir. J'ai agi normalement lors de son appel. Elle ne soupçonne rien. Parfait. Garde cela ainsi. Maintenant, il y a autre chose que tu dois savoir. Son ton m'a rendu nerveux. Quoi donc? Jacques a ouvert un tiroir de son bureau et en a sorti un dossier. Il l'a ouvert devant moi. Il y a 3 semaines, un collègue m'a consulté pour une affaire. Un de ses clients faisait l'objet d'une enquête pour fraude maritale. Le nom de l'avocat de la partie adverse était Lazare Ménard. Par curiosité professionnelle, j'ai fait quelques recherches. Ménard a un profil particulier. Un profil? Il a représenté 5 femmes dans des divorces complexes au cours des 3 dernières années. Dans tous les cas, les femmes ont fini par obtenir plus de 70% des biens matrimoniaux. Et dans 3 de ces cas, Ménard a fini par entretenir des relations amoureuses avec ses clientes après les divorces. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'est son mode opératoire. Exactement. Il séduit des femmes mariées ayant du patrimoine, les conseille juridiquement pour tout blinder en leur faveur, consomme le divorce, puis entame une relation avec elles. C'est brillant d'un point de vue impitoyable et tout à fait légal. Techniquement. Certains mots sont sortis de ma bouche avant que je ne puisse les arrêter. Oui, a convenu Jacques. Mais voici la partie intéressante. Dans 2 de ces cas, les maris ont réussi à récupérer une partie de leurs biens lorsqu'ils ont démontré qu'il y avait eu une planification préalable et une dissimulation d'actifs. J'ai traité l'un de ces dossiers. Et le mari a récupéré 40% de ce qu'il pensait avoir perdu. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Je suis resté silencieux, assimilant tout cela. Jacques a continué, Oswald, je vais être honnête avec toi. Ça va être une bataille. Ça va être douloureux, et ça va te coûter de l'argent. Tu n'en as probablement pas beaucoup en ce moment. Je me fiche de l'argent, ai-je dit fermement. Je veux la justice. Je veux qu'elle sache que je ne suis pas l'idiot qu'elle pensait. Jacques a hoché lentement la tête. Alors nous allons nous battre. Mais tu dois suivre mes instructions à la lettre. Compris? Compris. Bien. Premièrement, aujourd'hui, tu vas à ta banque et tu ouvres un compte individuel. Transfère ta pension là-bas. Ne laisse que le minimum sur le compte joint pour qu'elle ne remarque pas le changement. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé à écrire. Deuxièmement, j'ai besoin que tu fasses une liste complète de tous les biens que vous avez acquis pendant le mariage. La maison, les voitures, toute propriété, les investissements, tout avec les dates d'achat si possible. Je peux le faire. Troisièmement, n'efface rien de son ordinateur. En fait, ne retourne plus sur ses emails. Si elle vérifie les connexions et voit de l'activité pendant son absence, elle va se douter de quelque chose. Nous avons déjà les captures d'écran, c'est suffisant. C'était logique. J'ai acquiescé. Et quatrièmement, le plus important, tu continues à agir normalement. Quand elle rentrera, tu l'accueilleras comme toujours. Tu souris, tu parles, tu ne laisses absolument rien paraître. Pendant ce temps, je vais préparer la stratégie juridique. Il nous faudra environ 2 semaines pour que tout soit prêt. 2 semaines à faire semblant que tout va bien. 2 semaines, a confirmé Jacques. Je sais que c'est difficile, mais c'est nécessaire. La surprise est notre meilleure arme. Nous avons continué à discuter pendant une autre heure. Jacques m'a expliqué les détails juridiques, les options que nous avions, les scénarios possibles. J'ai signé les documents l'autorisant à être mon avocat. Quand j'ai quitté son bureau, le soleil était haut et j'avais quelque chose que je n'avais pas eu depuis 2 jours, de l'espoir. Ce n'allait pas être facile, mais je n'étais plus seul.
Et Tatiana était sur le point de découvrir que l'homme qu'elle avait sous-estimé pendant 43 ans avait encore du répondant. Les jours suivants furent un mélange étrange de normalité forcée et de préparation silencieuse. À l'extérieur, j'étais toujours Oswald Meunier, le mari confiant attendant patiemment le retour de sa femme. À l'intérieur, j'étais un homme complètement différent, collectant chaque preuve comme si ma vie en dépendait. Et peut-être qu'elle en dépendait. Tatiana est revenue vendredi après-midi. Je l'ai entendue entrer, traînant sa valise dans le couloir. Elle m'a trouvé dans le salon en train de lire le journal, comme d'habitude. Je me suis levé, je l'ai accueillie d'un baiser sur la joue. Elle a rendu le geste avec cette chaleur artificielle que je reconnaissais maintenant si clairement. Comment ça s'est passé, ai-je demandé pendant qu'elle laissait sa valise près du canapé. Épuisant. J'ai besoin d'une douche et de dormir 12 heures d'affilée. Elle a enlevé ses chaussures avec un soupir dramatique. Et toi? Tu ne t'es pas trop ennuyé? Pas du tout. J'étais au calme. J'ai regardé quelques films. J'ai réparé 2-3 trucs dans le garage. Mensonge après mensonge échangé naturellement. 2 acteurs sur la même scène, chacun croyant que l'autre ne savait pas qu'il jouait. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. Elle a parlé de son voyage, des conférences ennuyeuses, d'un excellent restaurant qu'elle avait essayé. Je hochais la tête, posais des questions, souriais aux moments appropriés. Mais pendant que je coupais ma viande et buvais mon vin, mon esprit était ailleurs, repassant la liste que Jacques m'avait donnée. Pendant le week-end, alors que Tatiana dormait ou regardait la télé, j'ai travaillé en secret. Je suis descendu au sous-sol et j'ai vérifié les cartons contenant de vieux documents. J'ai trouvé des actes de propriété, des titres, des reçus d'achats importants. Nous avions acheté la maison ensemble en 1992. J'avais versé 60% de l'apport avec mes économies de célibataire. C'était documenté. La voiture qu'elle utilisait, la berline que nous avions achetée il y a 4 ans, était aux 2 noms, mais j'en avais payé 70%. J'ai gardé les reçus de virement. Il y avait plus. Une petite propriété en périphérie de la ville que nous avions achetée comme investissement il y a 15 ans. Un terrain que nous prévoyions de laisser à nos enfants. Selon le testament que j'avais trouvé, ce terrain était désormais dans la fiducie de Tatiana, comme si je n'avais jamais existé. J'ai pris en photo chaque document, je les ai sauvegardés dans des dossiers numériques avec les dates et les descriptions. J'ai créé des sauvegardes sur le cloud sur 2 comptes différents. Tatiana n'en savait rien. Je n'allais pas courir le risque de perdre ses preuves. Lundi matin, pendant qu'elle était à la salle de sport, j'ai appelé Jacques. « Comment ça se passe ?» a-t-il demandé. « J'ai tout ce que tu as demandé. Propriété, date d'achat, reçu de paiement, tout est parfait. Tu as ouvert le nouveau compte? Oui, j'ai déjà transféré ma pension. J'ai laissé 2000 € sur le compte joint pour les dépenses courantes. » Elle n'a rien dit. Bien. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses autre chose. Vérifie ces mouvements récents sur le compte joint. Y a-t-il eu de nouveaux virements? J'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connecté à la banque. J'ai vérifié les 5 derniers jours. Oui, jeudi, pendant qu'elle voyageait, elle a transféré 3300 € vers ce fameux compte que je ne reconnais pas. J'ai entendu Jacques écrire de l'autre côté. Intéressant. Elle accélère. Probablement parce qu'elle pense que tout se passe selon son plan. C'est une mauvaise chose? Au contraire. Chaque virement est une preuve de plus. Continue de tout documenter, mais ne fais rien qui puisse l'alerter. Comment est l'ambiance à la maison? Normale. Froide, mais normale. Elle agit comme toujours, et moi j'encaisse. Je suis resté silencieux un moment. C'est plus facile que je ne le pensais. Maintenant que je connais la vérité, c'est comme si je la voyais pour la première fois. Ça ne fait plus mal. Ça me rend juste curieux. Je veux voir jusqu'où elle est capable d'aller. Fais attention avec ça, Oswald. Ne laisse pas la rage te faire commettre des erreurs. Ce n'est pas de la rage, ai-je dit lentement. C'est de la clarté. Mardi, en vérifiant le courrier papier qui était arrivé pendant la semaine, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Une enveloppe de la banque. À l'intérieur se trouvait un relevé pour une carte de crédit que je ne reconnaissais pas. Mon nom y figurait, mais je n'avais jamais demandé cette carte. J'ai ouvert le relevé, plus de 11 000 € d'achats au cours des 3 derniers mois.
Des restaurants chers à Lyon, des hôtels, une bijouterie, une boutique de vêtements de créateurs. Rien de tout cela n'avait été acheté par moi. Et tous les frais étaient dans des villes où Tatiana avait voyagé pour le travail. J'ai photographié chaque page et je l'ai envoyé à Jacques par message. Il a répondu en 5 minutes, c'est une fraude. Elle a ouvert une carte à ton nom sans ton consentement. Garde tout. C'est très utile. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai observé Tatiana avec un regard neuf. Elle portait un collier que je n'avais pas vu auparavant. De l'or délicat avec un petit diamant. Il est beau. C'est nouveau, ai-je demandé en désignant le collier. Elle a touché son cou instinctivement. Ça? Ah, oui. Je l'ai acheté pendant le voyage. Il était en solde, je n'ai pas pu résister. Mensonge. J'avais vu le débit sur le relevé, 3 000 € dans une bijouterie de Lyon le jour même où elle était censée être en conférence toute la journée. Il te va très bien, ai-je dit avec un sourire. Merci, mon amour. Elle a rendu le sourire, un sourire vide, répété. Mercredi, Jacques m'a convoqué à son bureau. Quand je suis arrivé, il avait plusieurs documents éparpillés sur son bureau et une expression sérieuse. Assieds-toi. J'ai des nouvelles. Je me suis assis, le cœur battant à tout rompre. Bonne ou mauvaise? Les deux. D'abord, la mauvaise, j'ai enquêté plus en profondeur sur le testament. Lazare a fait un travail impeccable d'un point de vue technique. Si Tatiana mourait demain, ce document tiendrait devant un tribunal. Mon estomac s'est noué. Et la bonne? La bonne nouvelle, c'est que ce testament ne signifie rien dans un divorce. Dans notre système, les biens matrimoniaux sont divisés équitablement, peu importe ce que dit un testament secret. Et avec toutes les preuves que tu as collectées, nous pouvons démontrer qu'il y a eu dissimulation d'actifs et fraude. Cela fait pencher la balance en ta faveur. Combien pourrais-je récupérer? Jacques s'est adossé à sa chaise. Si nous faisons tout correctement, entre 60 et 70% des biens matrimoniaux. Pour la maison, vous devrez probablement la vendre et diviser le produit de la vente. Mais nous pouvons nous battre pour un pourcentage plus élevé étant donné que tu as versé la majeure partie de l'apport initial et pour l'argent qu'elle a détourné. C'est là la partie intéressante. J'ai activé quelques contacts. Il s'avère que le compte vers lequel elle transfère l'argent est un compte joint avec Lazare. Jacques a hoché la tête. Ils ont ouvert ce compte il y a 7 mois. Ils en sont tous deux titulaires. Cela démontre une planification préméditée. Nous pouvons argumenter qu'elle a commencé à détourner des biens matrimoniaux bien avant toute procédure de divorce formelle, ce qui est illégal. Je suis resté là à traiter l'information. De combien de temps as-tu besoin pour que tout soit prêt? Encore une semaine. J'ai besoin de préparer tous les documents, l'assignation, les ordonnances de protection des actifs. Je veux que le coup soit définitif quand nous frapperons. Sans qu'elle puisse réagir. Des ordonnances pour geler les comptes et l'empêcher de déplacer plus d'argent. Dès que nous déposerons la demande de divorce, le juge pourra rendre des ordonnances provisoires, mais je dois avoir tout parfaitement documenté. J'ai acquiescé. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu continues à faire exactement ce que tu fais. Agis normalement. Et il y a encore une chose. Jacques a sorti un petit appareil de son tiroir. Cela ressemblait à une clé USB. C'est un enregistreur vocal très petit, très discret. Je veux que tu le portes sur toi quand tu es avec Tatiana. Pourquoi faire? Au cas où elle dirait quelque chose d'incriminant. Si elle mentionne Lazare, si elle parle d'argent, de projets futurs, tout ce que nous pourrons utiliser. En France, dans ce contexte civil, cela peut être versé au dossier si c'est indispensable à la défense de tes droits. J'ai pris l'appareil. Il ne pesait presque rien. C'est légal? Dans cette stratégie, c'est une pièce qui peut faire la différence entre un bon accord et un excellent accord. Ce soir-là, j'ai mis l'enregistreur dans la poche de ma chemise. Pendant le dîner, je l'ai activé discrètement. Tatiana et moi avons parlé de banalités, la météo, les informations qu'elle avait vues à la télé, les projets pour le week-end. Mais alors que nous faisions la vaisselle ensemble, son téléphone a sonné. Elle l'avait posé sur le plan de travail de la cuisine. L'écran s'est éclairé avec un message. J'ai réussi à voir le nom avant qu'elle ne s'en saisisse rapidement, elle aime. Mon cœur a manqué un battement,
mais j'ai gardé un visage neutre, les yeux sur mon assiette. Tatiana a lu le message, a écrit une réponse rapide et a mis le téléphone dans sa poche. Le travail, a-t-elle dit sans que je demande rien. Toujours le travail. Tu devrais te reposer davantage, ai-je dit d'un ton inquiet. Tu as l'air fatigué ces derniers temps. Je sais, mais tout va se calmer bientôt. J'ai juste besoin de tenir encore un peu. Il y avait quelque chose dans son ton, une anticipation, comme si elle comptait les jours. Il se passe quelque chose au bureau, ai-je demandé nonchalamment. Non, rien de grave, juste des changements, des choses qui se mettent en place. Elle m'a regardé avec un sourire étrange. Bientôt, tout sera différent, Oswald, tu verras. Je n'avais aucune idée à quel point c'était vrai, si ce n'est que le changement qu'elle attendait n'allait pas être celui qu'elle avait prévu. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai écouté l'enregistrement. Ces mots résonnaient différemment quand on les entendait une seconde fois, connaissant tout le contexte. Bientôt, tout sera différent. C'était presque une confession. J'ai envoyé l'audio à Jacques avec un message. Ça marche, a-t-il répondu en 5 minutes. Ça marche. Continue d'enregistrer. Et j'ai continué ainsi. Les jours suivants, j'ai enregistré chaque conversation significative, chaque commentaire ambigu, chaque moment où elle mentionnait l'avenir avec ce sourire plein d'attente. Le piège se refermait et elle n'en avait aucune idée. Vendredi soir, Jacques m'a appelé. Sa voix semblait différente, plus tendue, plus urgente. Oswald, j'ai besoin que tu viennes à mon bureau demain tôt, à 8 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Je préfère te le dire en personne, mais c'est important. Très important. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté à fixer le plafond, écoutant la respiration profonde de Tatiana à côté de moi. Elle dormait calmement, sans culpabilité, sans remords. Moi, en revanche, j'avais l'impression d'être au bord d'une falaise. À 7 heures du matin, j'étais déjà habillé. J'ai dit à Tatiana que je devais sortir tôt pour une course. Elle a à peine murmuré quelque chose depuis le lit, encore à moitié endormie. Je suis arrivé au bureau de Jacques 5 minutes avant 8 heures. Il était déjà là avec 2 tasses de café sur son bureau et un dossier épais devant lui. « Assieds-toi » m'a-t-il dit sans préambule. Son ton m'a rendu nerveux. « Qu'est-ce que tu as découvert » Jacques a ouvert le dossier, en a sorti plusieurs documents. « Hier, j'ai engagé un détective privé, quelqu'un de discret, un professionnel. Je lui ai demandé de suivre Tatiana pendant quelques jours. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Et Oswald, j'ai quelque chose à te montrer. Ça va faire mal, mais tu dois le voir. » Il a poussé une série de photographies vers moi. Je les ai prises avec des mains tremblantes. La première photo, Tatiana sortant de notre maison, montant dans sa voiture. Normal. La deuxième, Tatiana entrant dans un immeuble résidentiel du centre-ville, un immeuble moderne et luxueux. La troisième, Tatiana dans le hall de cet immeuble, embrassant un homme grand, en costume coûteux, les cheveux sombres avec quelques reflets gris. Lazare Ménard. Sans aucun doute. Les photos suivantes étaient pires, eux s'embrassant sur le parking, entrant ensemble dans l'ascenseur. Les dernières photos portaient un horodatage, elles avaient été prises mercredi dernier à 15 heures. Le jour même où Tatiana m'avait dit qu'elle avait une réunion importante à son bureau qui durerait tout l'après-midi. Il y a plus, a dit Jacques à voix basse. Il a sorti un autre groupe de photos. Le détective a attendu. Elle est sortie de l'immeuble 4 heures plus tard. La photo montrait Tatiana quittant l'immeuble, se recoiffant avec cette expression que je connaissais bien, une expression de satisfaction. J'ai laissé les photos sur le bureau. Mes mains ne tremblaient plus. Je ressentais un calme étrange, presque irréel. Combien de fois y est-elle allée? Sur les 3 jours où nous l'avons suivie, elle y est allée 2 fois. Mardi et mercredi. Toujours à la même heure, toujours au même endroit. Il habite là. C'est son appartement. Il l'a acheté il y a 2 ans. 18e étage, vue sur toute la ville, estimé à 750 000 €. 750 000 €. Pendant que je vivais dans ma maison de classe moyenne, m'inquiétant pour la pension et les dépenses, elle fréquentait un appartement de luxe avec son amant avocat. J'ai besoin que tu entendes autre chose, a continué Jacques. Il a ouvert son ordinateur portable et a tourné l'écran vers moi.
Le détective a réussi à enregistrer de l'audio. Ils étaient dans un restaurant jeudi. Table isolée, mais le micro directionnel a capté la conversation. Il a appuyé sur lecture. La voix de Tatiana, claire comme de l'eau, combien de temps encore devons-nous attendre? Je suis déjà fatigué de faire semblant. La voix de Lazare, profonde et contrôlée, patience, mon amour. Encore un mois, 2 maximum. Nous avons besoin que tout soit parfaitement en place. Si nous nous précipitons, cela peut se compliquer juridiquement. Tatiana soupirant, je sais. Je sais, mais c'est épuisant de rentrer à la maison, de le voir là, de devoir agir comme si tout allait bien. Lazare, pense au résultat final. La maison, l'argent, tout sera réglé proprement, et ensuite, toi et moi serons libres. Ça vaut le coup d'attendre encore un peu. Tatiana avec un rire amer, parfois, je me demande s'il soupçonne quelque chose. Ces derniers temps, il me regarde différemment. Lazare, différemment, comment? Tatiana, je ne sais pas, comme s'il m'étudiait. Mais non, c'est impossible. Oswald est trop confiant, trop simple. Il ne soupçonne jamais rien. Ce mot, simple. Comme si 43 ans de mariage m'avaient réduit à cela. Un homme simple, un simple obstacle sur son chemin vers une vie meilleure. Jacques a arrêté l'enregistrement. Il y en a plus, mais je pense que c'est suffisant. Je suis resté silencieux. Je ne ressentais aucune douleur. Je ne ressentais aucune rage. Je ressentais seulement une détermination froide et claire. Le moment était venu. Quand pouvons-nous procéder, ai-je demandé. Jacques a fermé l'ordinateur. J'ai tout préparé. Les documents de divorce, les ordonnances de protection des actifs, toutes les preuves organisées et certifiées. Nous pouvons déposer le dossier lundi à la première heure. Et qu'est-ce qui se passe après? Lundi, nous nous présentons devant le juge. Mardi, elle sera officiellement notifiée. Les comptes seront gelés. Elle ne pourra plus déplacer d'argent, ne pourra plus vendre de biens, rien. Et alors, le processus commencera. Je veux d'abord l'affronter. Jacques m'a regardé avec inquiétude. Oswald, ce n'est pas une bonne idée. Juridiquement, il vaut mieux ne pas le faire. Je me fiche de ce qui est mieux juridiquement, ai-je interrompu fermement. 43 ans, Jacques. 43 ans de ma vie. Je ne vais pas me cacher derrière des papiers et des avocats. Je veux qu'elle me regarde dans les yeux. Je veux qu'elle sache que je ne suis pas l'homme simple qu'elle croyait. Jacques a étudié mon visage pendant un long moment. Finalement, il a hoché la tête. Je comprends. Quand? Demain, dimanche. Je vais tout préparer, un repas, comme nous le faisions avant quand les choses étaient différentes. Et je vais lui montrer chaque preuve, chaque photo, chaque document, tout. Tu veux que je sois présent? J'y ai réfléchi. Non, c'est entre elle et moi. Mais j'ai besoin que tu sois joignable par téléphone au cas où. Je serai disponible. Et lundi, à la première heure, peu importe comment se passe la conversation, nous déposons les documents. Convenu. Nous avons quitté le bureau avec un plan clair. Jacques m'a donné une copie de tous les documents, de toutes les preuves organisées dans un dossier. Pour que tu puisses les lui montrer demain, a-t-il dit. J'ai conduit jusqu'à la maison avec ce dossier sur le siège passager. Le poids de ce que j'allais faire me semblait réel, tangible. Il n'y avait plus de retour en arrière. Quand je suis arrivé, Tatiana était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Elle m'a accueilli d'un baiser décontracté sur la joue. Où étais-tu? À l'extérieur, pour régler quelques trucs. Tout va bien? Tout est parfait. Je lui ai souri. Dis, qu'est-ce que tu penses si demain nous faisions un repas spécial? Ça fait longtemps que nous n'avons pas cuisiné quelque chose de sympa ensemble. Elle a semblé surprise, mais ravie. Sérieusement? Oui, j'adorerais. Tu veux quelque chose de spécial? Ce que tu veux. Je veux juste passer du temps avec toi, comme avant. Son sourire s'est élargi, sincère pour la première fois depuis des mois. Ou peut-être qu'il ne l'était pas. Je ne pouvais plus faire la différence. Ça me semble parfait, mon amour. Faisons ça. Cette nuit-là, pendant qu'elle regardait la télévision dans le salon, j'étais dans le bureau à tout organiser pour le lendemain. Le dossier avec les preuves,
les photos, les enregistrements, tout ce dont j'avais besoin pour le moment final. Je n'allais pas hurler. Je n'allais rien casser. Je n'allais pas perdre le contrôle. J'allais faire cela avec dignité. Demain, Tatiana allait découvrir que l'homme qu'elle qualifiait de « simple » depuis 43 ans s'était avéré être bien plus intelligent qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le dimanche a pointé le bout de son nez sous un ciel gris, comme si la météo savait ce qui allait arriver. Je me suis levé tôt, j'ai fait du café et j'ai commencé à cuisiner. Tatiana est descendue 1 heure plus tard, surprise de me voir si actif en cuisine. « Waouh, tu t'es réveillé inspiré », a-t-elle dit avec un sourire. « Qu'est-ce que tu prépares ? » Ton poulet rôti préféré avec des pommes de terre et des légumes, comme j'aimais le faire avant. Son expression s'est adoucie un instant. Elle ressemblait presque à la femme dont j'étais tombé amoureux il y a tant d'années. Oswald, comme c'est gentil. Merci. Nous avons cuisiné ensemble pendant la matinée. Elle coupait les légumes, je préparais le poulet. Il y avait de la musique en fond, une conversation légère. Quiconque nous aurait observé aurait pensé que nous étions un couple heureux profitant d'un dimanche tranquille. Mais j'avais le dossier caché dans le bureau et le poids de ce que j'allais faire me brûlait de l'intérieur. À 13 heures, le repas était prêt. J'ai mis la table avec soin, de belles assiettes, celles que nous utilisions pour les grandes occasions. J'ai servi du vin, allumé une bougie, tout était parfait. Nous nous sommes assis, nous avons mangé. La nourriture était délicieuse, elle l'a dit plusieurs fois. Nous avons parlé de choses sans importance. Nous avons même ri. Et tout le temps, je l'étudiais, ses gestes, ses expressions, cherchant une trace de culpabilité, de remords. Je n'ai rien trouvé. Quand nous avons terminé le plat principal, j'ai posé mes couverts sur la table. Tatiana, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Elle a pris une gorgée de vin, toujours détendue. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux que tu me dises la vérité sur quelque chose, et s'il te plaît, ne me mens plus. Cela n'a plus de sens. Son expression a changé. Son sourire s'est figé. De quoi parles-tu ? Je me suis levé, je suis allé dans le bureau et je suis revenu avec le dossier. Je l'ai posé sur la table entre nous. Elle a regardé le dossier comme s'il s'agissait d'un serpent. C'est quoi ça ? J'ai ouvert le dossier lentement, j'ai sorti le testament et je l'ai mis devant elle. J'ai trouvé ça il y a 2 semaines pendant que tu voyageais. Son visage est devenu livide. Elle a essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas, au début, je n'ai pas compris, ai-je continué d'une voix calme. Pourquoi ma femme ferait-elle un testament dans mon dos ? Pourquoi m'écarterait-elle de tout ce que nous avons construit ensemble ? Mais ensuite, j'ai commencé à enquêter. J'ai sorti les relevés bancaires, je les ai posés sur la table l'un après l'autre. Des milliers d'euros que tu as transférés sur un compte que tu as ouvert avec Lazare Ménard, ton avocat. Ton amant. Elle a secoué la tête, mais ses yeux l'ont trahi. Oswald, je peux expliquer. Non, j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Laisse-moi tout te montrer d'abord. J'ai sorti les captures d'écran des emails, je les ai mis devant elle. Ses propres mots, ses projets, ses déclarations d'amour à un autre homme. Elle a lu en silence, des larmes commençant à couler. 8 mois, ai-je dit. 8 mois à planifier cela. 8 mois à mentir chaque jour, à dormir à mes côtés, en faisant semblant que tout allait bien. Oswald, s'il te plaît. J'ai sorti les photographies, Tatiana sortant de l'immeuble de Lazare, les deux s'embrassant, entrant ensemble, les photos avec date et heure. Elle a sangloté en les voyant, se couvrant la bouche de ses mains. Et au cas où cela ne suffirait pas, ai-je continué, ma voix toujours ferme et contrôlée, j'ai des enregistrements de toi parlant avec lui, planifiant notre divorce, comptant les jours pour te débarrasser de moi. J'ai sorti mon téléphone, appuyé sur lecture. Sa propre voix a rempli la salle à manger, Oswald est trop confiant, trop simple. Il ne soupçonne jamais rien. Elle s'est effondrée. Elle a commencé à pleurer ouvertement, les mains tremblantes. Je suis désolé, mon Dieu, je suis tellement désolé. Tu es désolé, ai-je répété en me penchant en avant. Tu es désolé de l'avoir fait ou désolé que je t'ai découverte. Je ne voulais pas que ça soit comme ça. Les choses sont arrivées, c'est tout. Les choses n'arrivent pas comme ça, Tatiana. Tu as pris des décisions, décision après décision pendant des mois.
Chaque virement bancaire était une décision. Chaque mensonge était une décision. Chaque fois que tu as couché avec lui était une décision. Tu ne comprends pas, nous étions distants depuis des années. Tu ne me regardais plus comme avant. Tu ne me faisais plus me sentir vivante. Et ta solution a été de me voler, de me tromper, de planifier de me laisser sans rien après 43 ans. J'avais peur. Peur de me retrouver sans rien si je te demandais le divorce. Lazare m'a conseillé pour protéger mes intérêts. Tes intérêts? La rage commençait enfin à poindre dans ma voix. Tout ce que nous avons, nous l'avons construit ensemble. Chaque euro, chaque propriété, tout dans cette maison, et tu as décidé que c'était seulement à toi. Elle pleurait de manière incontrôlable. Maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis adossé à ma chaise, j'ai pris une gorgée de vin et je l'ai regardé droit dans les yeux. Demain, à la première heure, mon avocat dépose l'assignation en divorce. Avec toutes ces preuves, la fraude maritale, la dissimulation d'actifs, l'adultère. Les comptes seront gelés. Tu ne pourras plus déplacer un centime. Oswald, non. S'il te plaît, on peut arranger ça. On peut aller en thérapie. La thérapie? J'ai ri sans joie. Tatiana, tu as détruit 43 ans de mariage. Il n'y a pas de thérapie qui répare ça. Mais je t'ai aimé à un moment donné. Je t'ai vraiment aimé. Peut-être. Mais cet amour est mort il y a longtemps. Et au lieu d'être honnête avec moi, au lieu d'avoir le courage de me dire la vérité, tu as choisi le chemin de la lâcheté. Tu t'es servi de moi. Tu m'as volé. Tu m'as trahi de la manière la plus vile qui soit. Je me suis levé de table, j'ai rassemblé tous les documents et je les ai remis dans le dossier. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Demain, quand la notification officielle arrivera, je veux que tu quittes cette maison. Où est-ce que je vais aller? Pas mon problème. Peut-être que Lazare pourra t'accueillir dans son appartement à 750 000 euros. C'est ce que tu voulais, non? Une vie différente, une vie sans le mari simple qui te barrait la route. Je me suis dirigé vers la porte de la salle à manger, je me suis arrêté et je me suis retourné une dernière fois. Tu sais ce qu'il y a de plus triste dans tout ça, Tatiana? Ce n'est pas que tu m'aies trompé. Ce n'est pas que tu m'aies volé. C'est que tu m'aies sous-estimé. Tu pensais que j'étais si stupide, si aveugle. Si insignifiant que je ne m'en apercevrais jamais. Mais il s'avère que l'homme simple que tu méprisais était assez intelligent pour te découvrir, et maintenant tu vas en payer les conséquences. Oswald, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je me suis arrêté sur le seuil. Je ne t'ai rien fait, Tatiana. Tu t'es fait ça toute seule. Je suis monté à l'étage sans me retourner. Je l'ai laissé là, sanglotant sur la table où nous avions partagé des milliers de repas pendant 43 ans. La table où nous avions élevé nos enfants, où nous avions fêté les anniversaires et les Noëls, où nous avions construit une vie qui s'est avérée être un mensonge. Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'amis, je ne ressentais aucune satisfaction. Je ne ressentais aucune victoire, seulement un vide profond là où se trouvait mon mariage auparavant. Mais je ressentais aussi autre chose, de la paix. La paix de savoir que j'avais fait ce qu'il fallait. Que je n'étais pas resté silencieux. Que je ne m'étais pas laissé piétiner sans combattre. Demain, le processus juridique commencerait. Il serait long, douloureux, compliqué, mais je n'étais plus seul et je n'étais plus aveugle. Tatiana avait commis beaucoup d'erreurs, mais la plus grande avait été de penser qu'elle pouvait me détruire sans conséquence. Elle s'était trompée. Le lundi a pointé le bout de son nez et j'étais déjà réveillé. Je n'avais pas beaucoup dormi. Toute la nuit, j'avais entendu Tatiana s'agiter dans la maison, pleurer, parler au téléphone à voix basse, probablement avec Lazare, probablement en train de paniquer. À 7 heures du matin, je suis descendu. Elle était dans le salon, assise sur le canapé, une tasse de café à la main. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Elle n'avait pas dormi du tout. Oswald, a-t-elle commencé en me voyant. S'il te plaît, reconsidère. Cela va ruiner toute la famille. Les enfants vont souffrir. Les enfants sont adultes, ai-je répondu sans m'arrêter. Et ils comprendront, un jour. On pourrait trouver un accord sans avocat, sans tribunaux. On pourrait tout diviser de manière civilisée. Je me suis arrêté et je l'ai regardé, civilisé. Tatiana, tu as détourné 42 000 euros de notre compte.
Tu as ouvert des cartes de crédit à mon nom. Tu as fait un testament m'excluant de tout. Et maintenant tu veux parler de civilisation? Je rendrai l'argent. Tout. Je te le jure. Il est trop tard pour les serments. À 9h pile, Jacques m'a appelé. C'est fait. Nous avons tout présenté au juge. L'ordonnance de protection des actifs a été approuvée. Dans 1 heure, tous les comptes seront gelés et un huissier est en route vers chez toi. Parfait. Merci, Jacques. Comment vas-tu? Étonnamment calme. C'est bien. Maintenant, prépare-toi. Quand elle recevra la notification, elle risque de devenir difficile. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. J'ai raccroché. 1 demi-heure plus tard, on a sonné à la porte. Un homme avec un porte-bloc était sur le seuil. Commissaire de justice. Tatiana Mendès-Dumont? Elle s'était cachée à l'étage mais est descendue lentement en entendant son nom. C'est moi. Vous devez signer ici. C'est une signification d'acte. Elle a pris les documents avec des mains tremblantes, a lu la première page et son visage s'est décomposé, assignation en divorce, ordonnance de protection, gel des avoirs. Elle a signé parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. L'huissier est parti et alors Tatiana a explosé. Tu as fait geler les comptes. Tu es fou? Comment je vais vivre? Tu aurais dû y penser avant. Elle a essayé d'appeler sa banque. Ils ont confirmé que toutes ses cartes étaient bloquées, tous ses comptes inaccessibles. Alors elle a appelé Lazare, l'a mis sur haut-parleur sans s'en rendre compte. Ou peut-être qu'elle s'en fichait. Lazare, il m'a assigné, il a tout fait geler. Qu'est-ce que je fais? La voix de Lazare semblait tendue, comment a-t-il obtenu des preuves? Qu'est-ce qu'il sait exactement? Tout. Il a tout. Des photos, des enregistrements, des emails. Je ne sais pas comment, mais il a tout. Il y a eu un long silence. Tatiana. Je ne peux pas te représenter dans ce dossier. C'est un conflit d'intérêts. Tu vas devoir trouver un autre avocat. Quoi? Tu m'abandonnes? Ce n'est pas un abandon, c'est le protocole juridique. Trouve quelqu'un d'autre. Je dois raccrocher. Et il a raccroché comme ça, sans plus de cérémonie. L'homme qui lui avait promis une vie ensemble, qui l'avait aidé à planifier tout cela, l'abandonnait dès que les choses tournaient mal. Tatiana a fixé le téléphone sous le choc. Puis elle m'a regardé. Tu es content? C'est ce que tu voulais. Je n'ai jamais voulu cela. C'est toi qui l'as provoqué. Je ne fais que répondre. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, vaincue. Et maintenant? Maintenant, tu prends un avocat et on se voit au tribunal. Jacques te laissera un délai raisonnable pour préparer ta défense. Mais les comptes restent gelés jusqu'à ce que le juge en décide. Je n'ai pas d'argent pour un avocat. Ce n'est pas mon problème. Les jours suivants furent étranges. Tatiana restait dans la maison, mais nous nous évitions. Elle dormait dans la chambre principale, moi dans la chambre d'amis. Nous ne cuisinions pas ensemble, ne mangions pas ensemble. Nous nous parlions à peine. Finalement, elle a trouvé un avocat. Il n'était pas aussi bon que Lazare, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se payer avec sa petite voiture personnelle qui fonctionnait encore. La première audience a eu lieu 3 semaines plus tard. La salle d'audience était petite, froide et impersonnelle. Tatiana était assise de l'autre côté avec son avocat. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Jacques a présenté toutes les preuves, les virements, les emails, les photos, les enregistrements, tout était parfaitement documenté, certifié, irréfutable. L'avocat de Tatiana a essayé d'argumenter qu'elle avait le droit de protéger ses intérêts, qu'elle n'avait commis aucune fraude, mais le juge n'a pas été dupe. Un homme d'un certain âge au regard sévère a examiné chaque document avec attention. Madame Meunier, a-t-il dit finalement, ce que vous avez fait n'est pas de la protection d'intérêts. C'est une dissimulation délibérée de biens matrimoniaux avec intention de fraude. C'est illégal. Tatiana s'est mise à pleurer. Son avocat a essayé de faire une objection, mais le juge a levé la main. L'ordonnance de protection est maintenue. Nous allons procéder au partage des biens. Et Madame Meunier, je vous recommande de coopérer pleinement, car si je trouve d'autres preuves de dissimulation, les conséquences seront sévères. Nous avons quitté le tribunal. Jacques était satisfait.
Tu t'en es bien sorti. Tu es resté calme, digne. Je veux juste que ça s'arrête. Ça va prendre du temps, mais nous sommes en train de gagner. Il avait raison. Au cours des 2 mois suivants, le processus a avancé lentement. Il y a eu d'autres audiences, plus de documents, plus de négociations. Tatiana a fini par accepter un accord, je garderai 65% des biens matrimoniaux, y compris la maison. Elle recevrait les 35% restants et devait rembourser les 42 000 € qu'elle avait transférés illégalement. Ce n'était pas parfait, je n'avais pas tout récupéré, mais c'était juste et, surtout, c'était définitif. Le jour où nous avons signé les papiers du divorce, nous nous sommes vus pour la dernière fois au cabinet d'avocat. Tatiana semblait plus mince, plus vieille. Les derniers mois l'avaient détruite autant que moi. Oswald, m'a-t-elle dit au moment de partir. Je sais que ça ne signifie plus rien maintenant, mais je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je l'ai regardée une dernière fois. La femme avec qui j'avais partagé 43 ans de ma vie, la mère de mes enfants, la personne en qui j'avais eu le plus confiance. Et désormais, une étrangère. Je suis désolé aussi, Tatiana. Je suis désolé que tu n'aies pas eu le courage d'être honnête. Je suis désolé que tu aies choisi ce chemin, mais surtout, je suis désolé pour les années que j'ai gâchées à faire confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Elle a sangloté, mais je marchais déjà vers ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. 2 semaines plus tard, elle a déménagé. Je ne sais pas où elle est allée. Probablement chez un parent. Sûrement pas avec Lazare, dont j'ai appris plus tard qu'il avait déjà une nouvelle cliente. La maison semblait vide sans elle. Mais c'était un vide propre, honnête. Il n'y avait plus de mensonges flottant dans l'air. Plus de secrets cachés dans les tiroirs. Un après-midi, mes enfants sont venus me voir, Arnaud et Lucie. Je leur avais tout raconté. Au début, ils n'avaient pas voulu me croire, mais quand ils ont vu les preuves, quand ils ont compris ce que leur mère avait fait, ils m'ont serré dans leurs bras. On est désolé, papa, a dit Lucie. On ne savait rien. Je sais, ma fille. Ce n'est pas de votre faute. Nous avons cuisiné ensemble cet après-midi-là, nous avons ri, parlé de choses simples, et pour la première fois depuis des mois, la maison a de nouveau ressemblé à un foyer. 6 mois après le divorce, ma vie avait trouvé un rythme différent. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue quand je m'étais marié il y a tant d'années, mais c'était la mienne, authentique, sans mensonge. La maison ne semblait plus vide. Arnaud et Lucie venaient souvent avec mes petits-enfants. Les week-ends, nous faisions des barbecues dans le jardin comme avant, mais cette fois sans l'attention que j'ignorais exister. Les enfants couraient dans la cour, remplissant l'espace de rires sincères. Jacques est devenu un visiteur fréquent. Nous buvions du café l'après-midi, jouions au domino, parlions de la vie. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais été tellement concentré sur mon mariage que j'avais négligé mes amitiés. Maintenant, je les retrouvais. Un dimanche matin, alors que je préparais le petit déjeuner, le téléphone a sonné. C'était Lucie. « Papa, est-ce que je peux venir te voir ? J'ai besoin de te parler. » « Bien sûr, ma fille. Viens quand tu veux. » Elle est arrivée 1 heure plus tard. Elle semblait nerveuse. Nous nous sommes assis dans le salon avec un café. « Maman m'a appelé hier, a-t-elle commencé. Elle veut te voir. » J'ai senti un nœud dans mon estomac. Pourquoi faire ? Elle dit qu'elle veut s'excuser, pour de vrai cette fois. Qu'elle a suivi une thérapie, qu'elle a travaillé sur elle-même. Qu'elle comprend le mal qu'elle t'a fait. J'ai pris une gorgée de café en réfléchissant. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas, papa. C'est ma mère. Je l'aime, mais ce qu'elle t'a fait était impardonnable. Si tu décides de ne pas la voir, je comprendrai parfaitement. Où est-elle en ce moment ? Elle loue un petit appartement. Elle travaille à nouveau. Lazare. Eh bien, ça n'a pas duré du tout avec elle. Il l'a quittée dès que le divorce a été prononcé. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant cela. Seulement une vague tristesse devant la façon dont tout s'était terminé. Dis-lui que je ne suis pas prêt, ai-je dit finalement. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Lucie a hoché la tête, soulagée. D'accord, papa. Je lui dirai. Après son départ, je suis resté pensif. Un jour,
je pourrais peut-être pardonner à Tatiana. Je ne savais pas. Le pardon était quelque chose qui se gagnait avec le temps, avec des actions cohérentes, pas seulement avec des mots. Et pour l'instant, je devais me concentrer sur la reconstruction de ma propre vie. Cet après-midi-là, je me suis promené dans le quartier, ce que j'avais commencé à faire régulièrement. J'ai salué les voisins, me suis arrêté pour discuter. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais été tellement enfermé dans ma propre bulle que je n'avais pas remarqué la vie qui existait autour de moi. Je suis passé devant la maison des Martinez. Monsieur Martinez était dans son jardin en train d'arroser ses plantes. Nous nous sommes salués. Oswald, quel plaisir de te voir. Comment vas-tu? Bien, monsieur Martinez. Très bien. J'ai entendu pour le divorce. Je suis vraiment désolé, mon ami. Merci. C'était difficile, mais c'était nécessaire. Je comprends. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a bien des années. Ça fait mal, mais on en sort plus fort de l'autre côté. Nous avons parlé encore quelques minutes. Il m'a invité au prochain barbecue familial qu'ils organiseraient. J'ai accepté. Ces petites connexions, ces moments simples m'aidaient à guérir plus que n'importe quoi d'autre. Ce soir-là, assis dans mon bureau, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. 43 ans de mariage s'étaient terminés de la pire des manières. J'avais perdu de l'argent, du temps, de la confiance, mais j'avais aussi gagné quelque chose, de la clarté. J'avais compris que j'avais passé trop d'années à être passif, à faire confiance aveuglément, à ignorer les signes. Plus jamais je ne serais cet homme-là. J'avais appris à m'apprécier, à me défendre, à ne pas accepter moins que ce que je méritais. J'avais aussi compris que l'amour ne suffisait pas. Il fallait du respect, de l'honnêteté, de la réciprocité. Et si ces choses n'existaient pas, alors cela ne valait pas la peine de s'accrocher. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Je ne savais pas exactement quoi, j'avais juste besoin de mettre mes pensées en mots. J'ai écrit sur la trahison, sur la douleur, sur le processus de reconstruction. J'ai écrit pendant des heures jusqu'à ce que les mots ressemblent à une forme de guérison. Quand j'ai fini, j'ai sauvegardé le document. Peut-être qu'un jour je le partagerai. Peut-être que cela aiderait quelqu'un d'autre traversant la même chose. Parce que s'il y a une chose que j'avais apprise, c'est que je n'étais pas seul. Beaucoup de gens avaient vécu des trahisons similaires, des douleurs semblables, et beaucoup avaient avancé. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Dehors, la lune éclairait le jardin. Le même jardin où j'avais passé tant de moments avec ma famille, où j'avais construit des souvenirs qui semblaient désormais différents sous la lumière de la vérité. Mais c'était toujours mon jardin, ma maison, ma vie. Tatiana avait essayé de tout me prendre. Elle avait prévu de me laisser sans rien, comme si mes 43 ans de travail et de dévouement ne valaient rien. Mais elle avait échoué. Et dans le processus, elle avait perdu bien plus que moi. J'avais perdu un mariage, mais elle avait perdu son intégrité, le respect de ses enfants et l'opportunité de vieillir avec quelqu'un qui l'avait sincèrement aimé. Je ne ressentais aucune haine envers elle. La haine exigeait une énergie que je ne voulais plus dépenser. Je ressentais de l'indifférence et peut-être un peu de pitié. Mon téléphone a vibré avec un message. C'était Jacques, Domino demain. J'ai souri et répondu, bien sûr. C'était ces choses-là qui comptaient désormais, les amitiés sincères, la famille qui choisit d'être présente, les moments simples qui construisent une vie authentique. Je me suis endormi cette nuit-là avec une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée à mes 68 ans, mais c'était une bonne vie, une vie honnête. Et peut-être qu'un jour, je retrouverai l'amour. Ou peut-être pas. Je ne me définissais plus par le fait d'être en couple. Je me définissais par mon intégrité, ma force, ma capacité à me relever après avoir été mis à terre. J'avais survécu à la pire trahison imaginable. Et non seulement j'avais survécu, mais j'avais triomphé. Cela suffisait. En fermant les yeux, j'ai repensé à tout ce que j'avais appris, que la confiance doit se gagner, et non se donner aveuglément. Que les signes d'alerte existent pour une raison. Qu'il n'est jamais trop tard pour défendre sa dignité. Et que parfois, les pires trahisons nous mènent aux meilleures versions de nous-mêmes. 43 ans s'étaient achevés, mais ma vie ne s'était pas arrêtée. J'avais encore beaucoup à vivre, beaucoup à construire, beaucoup à expérimenter. Et cette fois, je le ferai les yeux grands ouverts.